Bonjour à tous. Nouvelle directrice du Théâtre national de Strasbourg où elle succède à Stanislas Nordet, Caroline Nguyen est metteuse en scène. Elle est jeune, elle a 41 ans, elle vient d'ici, elle est née à Nice, mais aussi un peu d'ailleurs, fille d'une mère vietnamienne et d'un père pied noir. Elle incarnait déjà la relève avec ses pièces Le Chagrin, Saïgon, Fraternité, Conte fantastique. Elle incarne désormais le changement à la tête du TNS, la grande scène nationale du théâtre à Strasbourg. 12h50, le fait divers et la grande criminalité font leur entrée dans le book club. Après une longue absence, Dewa revient avec un livre très attendu des lecteurs de la série noire, Rétière chez Gallimard. Il sera en discussion avec la journaliste et écrivaine Patricia Touranchot et avec vous et vos retours de lecteurs déposés sur Instagram. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Mayalène Despio-Courret avec Laura Dutèche-Pérez et Anouk Delfino, réalisée par Thomas Beau avec Étienne Rouche à la technique. Avec son théâtre, on entre au pays des larmes. Extrait d'un théâtre cardiaque, livre manifeste artistique écrit par notre invité avec la productrice de France Culture Aurélie Charon et publié chez Actes Sud. Mais attention, prévient cette plume complice, celle d'Aurélie, ce n'est ni triste, ni facile, ni sentimental, c'est tendre, subversif et politique. Bonjour Caroline Guéla Nguyen. Bonjour. Bonjour. Qui peuple ce pays des larmes, le vôtre ? Beaucoup de gens, beaucoup de comédiens, beaucoup de personnes que je rencontre, que je mets beaucoup de temps et d'années à rencontrer, sont souvent, c'est très important pour moi, des personnes qui viennent, d'horizons très différents. Je viens de dire que ce sont des personnes qui peuplent notre époque, voilà. Et comme ma passion, c'est de mettre tous ces gens qui viennent des endroits très différents, c'est de les mettre autour d'une table et de voir comment est-ce que on pense nos récits, comment on imagine des fictions et comment on travaille ensemble. Et Voilà. cette idée de pays de larmes, des larmes, vous le rattachez, Aurélie, quand elle vous pose ces questions, Aurélie Charon aussi, dans ce livre, beaucoup à la notion d'exil, à ce ressenti peut-être aussi d'exil. Un pays des larmes qui prend soin de tous nos exils forcés. Combien d'exils, vous, avez-vous connu, que ce soit des exils intérieurs ou des exils géographiques ? Alors moi, en vérité, je pense que je n'en ai connu aucun et à la fois j'ai connu ceux que je n'ai pas connus. C'est-à-dire, en fait, j'en ai connu aucun parce que ma mère a connu un exil et je mesure ce que c'est. Mon père a connu un exil et je mesure ce que c'est. Et comme je le dis dans le livre, en fait, le gap entre mes parents et moi est intersidéral par rapport à ça, parce que, voilà, ma mère, née à Saïgon, elle est obligée de quitter Saïgon à l'âge de ses 13 ans. Mon père, né à Alger, en 1939, il est invité à rejoindre l'armée du général Leclerc pour libérer Colmar. Puis il ne reviendra plus à Alger après ça. Bref, et moi, j'ai grandi dans un petit village du sud de la France, complètement déconnecté, quand j'étais enfant, des réalités qu'avaient traversées mes parents. Donc finalement, moi, l'exil, c'est comme si j'en avais, comment dire? J'ai appris à le découvrir, beaucoup plus tard, hein, et en même temps, c'est vrai que ça m'habite comme une mémoire, sans souvenir, quoi. Et vous l'avez découvert comment ? Par des silences, par des larmes, par des rires, par des récits ou peut-être dans les livres des autres, si c'était pas en famille ? Malheureusement pas tout de suite dans les livres des autres, bah, peut-être une chose, par exemple, qui est très concrète, qui est que ma mère, par exemple, ne m'a jamais transmis le vietnamien, jamais. Elle a, toujours pensé que mon intégration allait passer par, le fait que je sache parfaitement parler français, et donc pour ça, il ne fallait que rien ne vienne entraver, mon apprentissage du français, et donc elle ne m'a pas transmis sa langue. Hem Et donc, bah, souvent, dans ce petit village du Var, j'entendais ma mère passer des coups de fil à ses frères et sœurs et parler une langue, que je ne comprenais pas et où je la voyais à la fois rire et pleurer. Et dans ces moments-là, par exemple, je me dis, dans Saïgon, il y a un personnage, Pierrick, qui dit à sa mère, «Maman, est-ce que tu m'aimes?» Donc sa mère qui est vietnamienne, lui qui est métisse.
Il lui pose la question à la fin, il dit: «Mais maman, en fait, est-ce que tu m'aimes?» Et moi, je pense qu'en vérité, la petite fille que j'étais à ce moment-là, quand elle écoutait les coups de téléphone de sa mère, elle se disait: «Maman, quand tu parles le vietnamien, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que quand tu es cette femme-là, étrangère à moi, qui est dans une langue étrangère, est-ce que tu m'aimes encore?» Voilà, je pense que ça passe par ces choses-là. Et puis ça passe aussi, l'exil, pour moi, comme je le ressens, par, la nécessité puissante et viscérale du récit. Ça, c'est très fort, je le sens chez moi, chez tous mes cousins, chez, les enfants aussi, de parents exilés. C'est-à-dire que le récit, c'est ce qui va continuer à nous lier au pays que l'on ne voit plus. Heu, Moi, je sais, il y a toujours mes parents ont enfin, à un moment, je raconte une anecdote dans le livre où je dis que mon père a toujours été persuadé que le fils de son meilleur ami, Melki, était Gilbert Melki. Il était persuadé à chaque fois qu'il le voyait à la télévision, il était: «Mais Caroline, regarde, c'est le fils de Melki, c'est le fils de mon meilleur ami, il a toujours voulu faire du théâtre, regarde maintenant il fait du cinéma». Comme il voyait que je commençais à faire du théâtre au TNS, il disait: «Faut que tu ailles le voir pour qu'il t'aide et tout». Et il s'avère qu'un jour, je me retrouve sur le plateau d'un tournage avec lui et je vais le voir et en fait, il me dit: «Mais non, mais en fait, je suis désolé, c'est pas du tout moi, parce qu'en fait, mon père est parti bien trop tôt, ça peut pas être du tout le meilleur ami». Mon père était encore en vie à cette époque et je n'ai pas pu lui dire. Je n'ai pas pu lui dire que la chose sur laquelle il s'était construit était fausse. C'était pas le bon Melki. C'était pas le bon Melky Way. Et en fait, ça a l'air anecdotique comme ça, mais en vérité, je trouve que c'est toujours révélateur de cette fiction, de ce récit qui continue à exister là où on n'y est plus. Oui, c'est déjà une manière d'imbriquer le réel et la fiction, ce que vous Mmh, faites. mmh. Et c'est pas évident parce que vous vous documentez énormément pour vos pièces, mais il faut, une fois qu'on a réuni toute cette matière réelle, des paroles de gens qui ont existé, des vécus, des situations, y faire entrer l'émotion, y faire entrer la fiction pour créer quelque chose auquel vous êtes très attachés, c'est ce récit, ces grands récits qui vont nous permettre de tous nous y retrouver. Et c'est ce que vous avez fait de manière assez folle avec Saïgon. En fait, Saïgon, vous avez, comment dire, délocalisé, importé ces scènes de la vie passée, ce lieu qui est pour nous extrêmement lointain, sur des scènes de théâtre en France, Ouais, ici, en Europe, si ouais, la pièce a voyagé. ouais. Heu, En entamant ce projet, vous vous êtes dit que c'était complètement fou de faire revivre Saïgon sur ce petit espace qui est une scène de théâtre. non, le moment où j'ai trouvé que c'était sûrement le plus fou ce que j'étais en train de faire, c'est le jour où, comme je me suis aperçue qu'en France, il n'y avait quasiment pas, très, très peu de comédiens qui parlaient le vietnamien. Du coup, il a fallu que, soit je trouve des personnes qui n'étaient pas comédiens à l'époque et que l'on a, formés, soit il a fallu que je parte, à Ho Chi Minh Ville pour aller, rencontrer des comédiens là-bas. Et le moment où j'ai trouvé ça le plus fou, c'est surtout le moment où, j'ai dû, parce que on a embauché du coup 3 personnes qui avaient à l'époque, 22, et 21 ans et rencontrer les parents pour leur dire, ce qu'allait être, du coup, ce qu'on proposait à leurs enfants, donc c'est-à-dire au minimum à l'époque on savait pas l'ampleur qu'allait prendre Saigon, là ça tourne encore, mais à l'époque on était quand même parti sur bien 2 ans, entre la création, la tournée et je voyais le regard de ces parents qui pour la plupart n'avaient jamais quitté Ho Chi Minh Ville, qui, voyaient leurs enfants, aller vivre une chose, qu'eux n'auraient jamais imaginée. Et là, oui, en fait, là, je me dis que c'est un peu fou. Là, je tremble un peu même et je me dis, «Ouh là là, il va falloir que ce soit vraiment important ce qu'on a à faire pour que du coup je modifie quand même, la vie des gens à ce point-là». Voilà, mais peut-être que du coup après non, moi, en fait, vous savez, le désir de faire Saigon, c'est vraiment parti d'une chose absolument, très concrète. C'est qu'une fois, j'étais en train de manger dans un restaurant vietnamien et je me suis dit: «Mais c'est étonnant, ces restaurants vietnamiens qui vraiment font partie de la vie de tous, enfin vraiment tout le monde va manger à Boboon, en fait, ils ne sont jamais représentés». Et les gens qui peuplent, ces restaurants ne sont aussi jamais représentés. Et donc je suis partie de là. Et évidemment, bah, les raisons pour lesquelles il y a des restaurants vietnamiens, c'est évidemment aussi lié à la question de la colonisation. Donc tout d'un coup, je suis remontée vers le passé et petit à petit, on en arrive à ce récit-là. Mais c'est parti du lieu. Ces gens qui peuplent ces restaurants vietnamiens, qui peuplent ce pays des larmes, ils seront peut-être
sûrement les protagonistes de votre nouveau projet Lacrima, qui est plus qu'une pièce, hein, c'est un répertoire que vous avez envie, l'intention de créer une histoire contemporaine des larmes. Alors l'un de vos engagements, Caroline Guiella-Nguyen, comme metteuse en scène, comme artiste, mais aussi comme nouvelle directrice du Théâtre national de Strasbourg, c'est d'assurer une meilleure représentation du monde sur un plateau, hein. Vous venez de l'évoquer à l'instant. Quand est-ce que vous avez pris conscience de ce vide, de ce manque ou de cette absence Bah, comme peut-être un tout spectatrice petit peu d'abord? trop tard, Mmh. mais bah, en fait, c'est étonnant parce que, moi donc j'ai fait l'école du Théâtre national de Strasbourg. Je suis rentrée à l'école du Théâtre national de Strasbourg et j'ai rencontré là-bas, c'était un moment qui était extrêmement, puissant et important. J'ai rencontré les personnes, qui font aujourd'hui partie de ma compagnie, avec qui je crée. Stéphane Braunschweig, m'avait, du coup recruté, m'avait énormément, soutenue, accompagnée, dans mes premières travaux de mise en scène, tout ça. Stéphane Braunschweig qui dirige aujourd'hui le Théâtre de l'Europe, Tas Théâtre de de l'Odéon à Paris, Voilà. hein. Et en même temps, il y avait cette chose à la fois très forte, très puissante qui arrivait et en même temps quelque chose était étonnant parce que je voyais que rien de ce qui constituait ma vie avant, ne serait-ce que les accents. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je vous parle même pas de la question, coloniale, je vous parle même ne serait-ce que des accents. C'est bête, mais c'est très, très important pour moi les accents. Moi, je viens du sud de la France, j'avais un accent à couper au couteau. Bon, aujourd'hui, je suis enrhumée, Oui, vous donc avez un rhume. là, Ouais. voilà, mais je ne l'ai plus cet accent. Mais il y avait pas d'accent sur les plateaux, j'étais la seule personne, qui était, comme on dit aujourd'hui, racisée dans toute ma promotion. Heu, voilà, rien de ce qui constitue ma vie n'était là, ni dans l'école, ni sur les plateaux de théâtre. Et donc j'ai pris conscience de ça, quand je dis un petit peu trop tard, c'est parce que, en fait, d'abord, mon souci, c'était absolument d'être à la hauteur de cette école. Donc finalement, d'essayer de rattraper tout le retard que j'avais pas parce que bon voilà, j'avais pas grandi avec le théâtre comme ça à côté de moi toute mon enfance. Hem Aujourd'hui, c'est au théâtre ou peut-être aux écoles de théâtre de rattraper leur retard Alors, et là, plus par contre, aux candidats. en tout cas, ce qui est important de dire, c'est que et c'est là où, c'est super, c'est que maintenant, il y a un travail, Mmh. l'époque a changé et c'est là où je suis heureuse aussi d'arriver, comme, future directrice du Théâtre national de Strasbourg puisque c'est encore Stanislas qui est, directeur jusqu'en septembre. Mais c'est que l'époque a changé et d'ailleurs Stanislas a énormément œuvré pour que, du coup, il y ait de plus en plus de diversité. Et là, maintenant, vous voyez dans les écoles de théâtre et j'en suis très heureuse, mais ça n'a plus du tout le même, les élèves n'ont plus du enfin, là, on a toutes les personnes qui peuplent notre époque, vraiment. Il faut continuer à travailler, mais je pense que les combats sont importants d'être notés, et là, il y a quelque chose qui a été fait et c'est joyeux. Voilà. Parce que le théâtre est une petite société, en tout cas la scène de théâtre comme ailleurs, certains n'ont pas le droit de citer, c'était peut-être pas prévu, mais ça s'est fait comme ça. Et pour rétablir une certaine égalité, eh bien il faut faire. C'est ce que vous faites avec Fraternité, conte fantastique, une fois encore, pièce que vous avez imaginée avec des comédiens qui parlent le vietnamien, le bambara, le tamoul, l'arabe ou encore l'anglais, qui a été présentée au Festival d'Avignon l'été dernier et qui est à voir ce mois-ci au TNS, début février au Théâtre national de Nice, chez vous, du 23 au 25 à la Comédie de Clermont-Ferrand, et on en écoute un extrait. Alors, c'est très simple, il suffit de s'asseoir devant la machine et elle se déclenche automatiquement. Et là, vous dites votre nom, votre prénom et le nom et le prénom du disparu à qui vous voulez laisser un message. Et vous avez 1 minute 30, pas plus, pour laisser votre message. Et à la fin, vous dites j'efface ou je garde. Et si vous gardez, eh bien le message par une technologie que je ne maîtrise pas, il est gardé pour l'éternité. Des messages laissés pour l'éternité, peut-être, aux absents, à ceux qui sont pas là, qui ne sont pas là. C'est un conte fantastique, hein, cette pièce Fraternité, comme l'indique le sous-titre. Un conte fantastique, mais aussi un
un conte futuriste? C'est une utopie que vous avez imaginée là? Oui, en tout cas, c'était l'idée, que l'on ne soit pas dans une projection du futur, qui soit complètement, invivable, où il y aurait uniquement en vue comme ça une catastrophe écologique, économique, heu bon, alors non pas que je sois une grande naïve, je vois bien qu'on a beaucoup de chantiers qui nous attendent, mais j'avais envie de créer, un voilà, un horizon, où on pouvait le lieu dans lequel on est qui est très, très inspiré en fait des centres sociaux, on l'appelle, dans la fiction des centres de soins et de consolation et c'est vrai que en fait, pour écrire ce projet, comme vous le disiez tout à l'heure par rapport à Saigon et mes autres spectacles, en fait, j'ai passé beaucoup de temps dans des lieux qui travaillaient sur la question de la réparation du lien, que ce soit dans les centres sociaux, mais pas que, aussi, j'ai passé beaucoup de temps à la Croix-Rouge, au service des rétablissements des liens familiaux qui permettent en fait de retrouver des personnes qui se sont perdues de vue, donc beaucoup des personnes qui ont disparu et qui, par exemple, disparaissent sur un chemin d'exil, souvent. Et donc du coup, c'est dans ces lieux-là, j'ai été témoin à la fois de la grande détresse, évidemment, qui s'y joue, mais aussi, quand même, de l'énorme, soutien et de l'énorme, énergie, voilà, menée à essayer de, quand même, de réparer quelque chose et j'avais envie de mettre ça en scène. Alors c'est quoi? C'est réparation, c'est hospitalité, le mot qui fait lien entre Saïgon, entre fraternité ou encore entre le projet, Kinderheitsarchiv que vous avez monté à la Schaubühne de Berlin, qui interroge lui aussi, hein, la question de l'accueil, mais en décentrant un petit peu les regards. Un mot qui relierait tout, je sais pas, heu, je sais pas, ça me demanderait d'avoir une vue, très éloignée de ce que je fais. J'arrive pas à l'avoir, Mais il y a un fil d'Ariane quand même. ah bien sûr, bien sûr. Non, mais par exemple, là, c'est marrant parce que vous parliez et j'en suis assez contente du répertoire que je vais commencer avec Lacrima à ouvrir, qui est, une histoire contemporaine des larmes. En fait et quand j'ai proposé ça à ma compagnie, je leur avais je fais: «Moi, j'ai une idée géniale, en fait, je voudrais faire une histoire contemporaine des larmes et à chaque fois, il y aurait un Lacrima», et ils m'ont tous regardé un peu hallucinant en me Ça disant: va «Mais être en joyeux. vérité, oui, alors» non, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'humour dans nos spectacles, ça, j'en parlerai Bah oui, après. Mais parlez-en maintenant. voilà, mais ils m'ont dit: «Non», ils m'ont dit: «Mais en fait, c'est ce que tu fais, c'est ce qu'on fait depuis longtemps, finalement, une histoire contemporaine des larmes. En fait, ça pourrait être, tout simplement le C'est lien». ça le fil d'Ariane. C'est ça le film d'Ariane, ouais, Ouais. voilà. Alors sur la joie et le bonheur, parce que c'est intéressant, ça revient dans ce titre, le titre de votre livre, Manifeste, on le disait, un théâtre cardiaque. Alors il paraît que le titre s'est imposé à vous. C'est pas un théâtre qui provoque des crises cardiaques, hein. On a bien compris, c'est un théâtre qui parle au cœur. D'autant que vous n'assénez dans vos pièces aucun slogan, aucun message, pas des grands, il n'y a pas de grands déclaratifs. Ce qui est la particularité peut-être aussi de vos mises en scène, c'est que vous prenez le temps. Mais le temps de quoi, au fond, pour vous? D'entrer dans la vérité des êtres, de laisser place à une certaine émotion qui va nous permettre de comprendre ces vécus? Ah bah, oui, mais en tout cas, la question de l'émotion ou en tout cas, elle est extrêmement, importante pour moi et bah, vous parliez de Kindheitsarchiv qui est le dernier spectacle que j'ai fait à la Schaubühne à Berlin. Par exemple, donc le tout ce projet est un projet autour de la question de l'adoption internationale et donc pour faire ce projet, j'ai passé beaucoup de temps, soit à lire, le livre d'Amandine Gay, Une poupée au chocolat ou alors, j'ai passé aussi beaucoup de temps, dans une association qui s'appelle La Voix des adoptés, ou au bureau de l'adoption, bref et en fait, par exemple, enfin, je voudrais juste dire une chose, c'est que, moi, c'est la question de l'émotion, mais la question de la représentation de l'émotion qui souvent m'amène et me met en mouvement, intellectuellement, et même politiquement. Et par exemple, on me parlait souvent de, la question de, comment est-ce qu'en fait un enfant qui arrive, qu'est-ce que c'est un enfant qui arrive et qui a 6 ans, par exemple, et qui est adopté, qui vient du Vietnam, qui arrive en France et qui est adopté? Parce que je sais pas si on sait, mais maintenant, mais en fait, il y a très, très, très peu d'enfants qui arrivent très jeunes, en fait, parce qu'il y a la convention de l'A Haye qui fait que on essaye que les enfants, soient un maximum adoptés dans leur pays, de là où ils sont nés, pour que justement on évite un exil. Et donc finalement, les enfants qui sont, à l'adoption à l'international sont des enfants qui n'ont pas trouvé de parents dans leur pays, où ils sont nés.
Bref, donc on se retrouve de plus en plus dans des cas de figure où on a des enfants qui sont nés au Vietnam et qui ont 6 ans, par exemple, et qui arrivent en France. Et le jour où j'ai mis en scène cette scène-là, j'ai eu besoin de la mettre en scène. J'ai eu besoin de me la représenter. Parce qu'évidemment, je voyais bien toute la complexité que ça posait. Je me disais, tiens, par exemple, les parents ont le droit de changer le prénom de l'enfant. Comment on fait qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup qu'un enfant se soit appelé Kim les 6 premières années de sa vie, et puis tout d'un coup il arrive, on dit non mais en fait tu vas t'appeler Antoine. Bref, j'avais tout ça en tête et j'ai eu besoin de me le représenter et d'accéder à l'émotion que c'est pour revenir à la réflexion. Et là, tout d'un coup, la représentation, cette scène d'un enfant qui arrive, et vraiment c'est ce qui se passe dans King Nights, en fait, qui arrive, à qui on dit, bah voilà, bonjour, je te présente cette femme en face, c'est une traductrice, l'autre femme à côté de la traductrice, ça va être ta maman. Elle s'appelle Rebecca. Si tu comprends pas, lève la main. Et là, tout d'un coup, bah, en fait, oui, l'émotion me permet non pas de pleurer, il ne s'agit pas que des larmes, mais me permet en tout cas de donner le poids, de redonner le poids des histoires, de redonner le poids à la situation. Voilà. La metteuse en scène, autrice et future directrice du TNS, le Théâtre national de Strasbourg, Caroline Guéla Nguyen, est notre invitée pour quelques minutes encore. France Culture, il est 12h23. Des haïkus. Le pianiste catalan Pascal Comlade sera à l'Opéra de Lyon la semaine prochaine pour clore le festival Piano Underground avec une création pour 4 pianos. Il y sera les 14 et 15 janvier. Avec notre invitée, la metteuse en scène et autrice Caroline Guéla Nguyen, on va parler un peu de la langue et des textes, de l'importance qu'ils peuvent avoir pour vous. Peut-être avant de parler des vôtres, est-ce qu'il y a un dramaturge ou une grande dramaturge dont les textes vous touchent au cœur, si on reprend cette idée de théâtre cardiaque qui vous a influencé, inspiré? Oui, alors, bien sûr, dans mon parcours, je pense que, quand j'ai rencontré l'écriture de Joël Pomera, ça a été extrêmement, important pour moi. Hem, voilà et Avec qui vous avez travaillé, notamment à la ouais, prison avec qui d'Arles? j'ai Ouais. travaillé à la prison d'Arles, ouais. Ouais, 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 Alors on garde Joël Pomera. Et ouais. dans votre écriture à vous, quel est votre rapport au texte, aux mots que vous écrivez? On imagine qu'ils sont importants, mais est-ce que vous vous dites qu'ils doivent rester vivants, que cette langue que vous posez sur le papier, vos comédiens ont la possibilité de l'adapter, de la remanier, de se l'approprier aussi? Ou est-ce que vous demandez, exigez une fidélité au texte? Alors, c'est, une grande question. C'est que, en fait, justement, ce que je vais faire, mon obsession absolue et ma passion absolue, c'est en fait comme je prends des personnes qui ont
Vous savez, on a posé la question à Hannah Arendt, on lui a dit: «Mais c'est quoi votre patrie?» Et elle dit: «Ma patrie, c'est ma langue». Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la langue, de la personne, mais au-delà de la question de la langue, est-ce que je parle français, est-ce que je parle allemand? Mais même dans la façon dont notre langue est le fossile, en fait, de notre enfance, de notre, de tout, de socialement, d'où on vient, culturellement et puis même plein d'autres choses. Et en fait, j'adore entendre parler les gens, et je passe énormément de temps à entendre comme du coup, voilà, vous avez pu voir dans Saigon, mais même effectivement dans Fraternité, d'entendre parler la langue de chacun et après, suite à ça, quand j'ai vraiment bien entendu, tout écouté, en fait, là, je pars dans ma chambre et j'écris. Et là, après, quand je redonne le texte aux personnes, aux acteurs, c'est toujours, il y a toujours ce moment un petit peu compliqué pour moi, qui est que tout d'un coup, il devient un texte. Tout d'un coup, j'entends, et ça, c'est l'enfer. C'est-à-dire, je passe beaucoup de temps à me dire: «Non, c'est pas possible, il faut qu'on retourne en impro, il faut qu'on» et en fait, non, c'est juste que il faut que ça redevienne quelque chose qui s'approprie, et que tout d'un coup, on oublie, on oublie le texte. En fait, j'ai envie que les gens se disent: «Tiens, ça parle». J'ai pas envie qu'on se dise: «Tiens, ça a été écrit». Voilà, j'ai envie d'entendre, de conserver la parole. Mais le texte, il peut avoir deux vies. Il peut avoir sa vie sur scène et il peut avoir sa vie telle que vous l'aviez imaginée au départ. Vous voulez publier vos textes, vos pièces? Alors, non et d'ailleurs c'est non pas que je ne veuille pas les publier, mais à chaque fois c'est dans des temporalités un peu différentes et puis, justement, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec Claire David, à Actes Sud. Mmh. Est-ce qu'il faut publier mes textes, enfin moi, est-ce que je dois publier mes textes ou pas? C'est une question. La question est encore ouverte. Exactement. Bon, nous, on va parler de textes publiés, Sébastien Thème, Ouais. dans notre club de lecture du jour. Ouais, roman noir et fait divers avec DOA à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Rétière chez Gallimard et la journaliste Patricia Touranchot qui adapte pour Canal+ son enquête consacrée au lien entre Michel Fourniret et le gang des postiches. Et pour vous, auditrices, auditeurs, dites-nous si vous avez lu DOA, #BookClubCulture. Voilà, un book club très série noire aujourd'hui avec vous, Sébastien Thème. Merci, merci beaucoup à vous, Caroline Guyéla-Nguyen. On pourra voir donc cette pièce Fraternité, ce conte fantastique tourné en ce moment. J'ai donné les dates au début, tout est à retrouver sur notre site. À noter donc que vous prenez la tête du TNS, vous succédez à Stanislas Nordet et ce sera effectif à partir de septembre prochain avec un programme qu'on peut retrouver dans ce livre, Un texte cardiaque. C'est pas le programme, le projet exact du théâtre, mais en tout cas toutes vos intentions, vos ambitions et notamment de mêler les arts aussi. On n'en a pas parlé dans l'enceinte des théâtres, rapprocher le cinéma, rapprocher d'autres médiums comme l'audiovisuel aussi avec le spectacle vivant. Un théâtre cardiaque, c'est publié chez Actes Sud. Merci à vous.